Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Nicolas Varnier. Nicolas est le co-créateur du mystérieux personnage du Bartelleur, cette figure inspirée du tarot de Marseille, barman imaginaire qui réalise des recettes de cocktails classiques premium prêtes à servir. Bonjour Nicolas. Bonjour Constance. Je suis très heureuse de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et d'en apprendre plus sur ton parcours perso et sur la création du Bartelleur. Pour commencer, est-ce que tu veux bien nous parler donc de ce personnage du Bartelleur ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Le Bartelleur, c'est un clin d'œil au Battleur, qui est la première carte du tarot de Marseille, l'atout majeur du jeu. Donc c'est un jeu un peu ésotérique, divinatoire, 15e siècle, qui a fait le tour un peu la Méditerranée, l'Italie, Marseille. C'est pas le jeu qu'on connaît tous en famille avec le 1, le 21 excuse, c'est un peu différent. C'est un jeu. Ça revient en force, ouais. Un petit peu, ouais. En fait, au cours de l'aventure, depuis 4 ans maintenant, on a rencontré des gens familiers du tarot de Marseille. On pensait pas, notamment chez nos imprimeurs. À chaque fois, il y avait des filles, des femmes qui connaissaient, qui redessinaient le personnage. C'était assez rigolo. Voilà. Et en fait, pour la petite histoire, quand on cherchait un nom avec Philippe, mon associé, fan de tarologie, donc, on avait un peu du mal. Et puis un jour, il m'envoie un petit SMS un samedi avec la photo du Battleur, donc la première carte du tarot, en m'expliquant un peu toutes les vertus du personnage, en me disant que voilà, on allait réussir, c'est quelqu'un qui rebondit toujours face à l'adversité. Et puis en fait, en regardant la carte, moi je lui dis, c'est marrant, on dirait un barman. Donc j'invite les auditeurs à aller regarder sur le site du bartelleur.com, voir un peu les deux cartes. Et du coup, on s'est inspiré du personnage en essayant de le comprendre, de l'analyser. Et puis il y a des vraies similitudes avec un barman. C'est un peu un magicien ambulant, un prestidigitateur, un contorsionniste, illusionniste, il joue des matières, des solides. Voilà, c'est assez sympa. Et puis quand on regarde physiquement la carte, on pourrait penser à un barman derrière son comptoir. Donc on a réinterprété la carte avec 2 amis graphistes, les Délo, qui nous ont fait pas mal de versions d'aboutir. On en a fait 18 pour la petite histoire. Parce qu'il faut quand même garder l'essence cachée du tarot de Marseille pour être un peu légitime. Et voilà, en fait, l'histoire a commencé comme ça, avec un SMS de Philippe le samedi, le Battleur, le Bartelleur, en forme de carreau de Marseille. Et puis après, on a décliné un peu la marque dessus. Donc l'étiquette est en forme de carte de tarot aussi. Ouais. Et puis on a construit un peu l'imaginaire, notre wording, etc. autour de ça, parce qu'on trouve ça assez inspirant en fait. Ouais, c'est un bel univers et ça représente bien un peu l'alchimie, les expérimentations. C'est exactement ça. Alchimiste, contorsionniste, voilà. Puis c'est assez riche et on souhaitait apporter une petite dimension un peu émotionnelle à la marque. Un peu magique aussi. Ouais, tout à fait. Et puis on est quand même dans une nouvelle catégorie avec un besoin très fonctionnel. Le ready to drink, c'est prêt à boire. Et du coup, on a envie d'un peu autre chose, que les gens se disent un jour, tiens, je bois le Negroni du Bartelleur et pas un Negroni, par exemple, parce qu'il y a pas mal de choses derrière et il n'y a pas juste une solution de prêt à boire. Ouais. Ok. Et donc, ton associé dans la création de cette marque, c'est Philippe Diméo. C'est ça. Vous vous êtes rencontrés comment ? On s'est rencontrés il y a longtemps, une quinzaine d'années. J'avais la chance de travailler pour Dom Pérignon. Quand je suis arrivé sur Dom Pérignon, un de mes premiers meetings, c'était avec Philippe, qui avait une agence de design à l'époque et qui faisait pas mal de choses, d'objets, de rituels de service, de packs, etc. pour cette belle maison. Et puis on a continué à travailler sur Dom Pérignon. Et puis dans mes expériences futures après, j'ai eu toujours la chance de travailler dans des belles maisons de champagne, de cognac. Rémi Martin, Louis XIII et Roderer pour pas les citer. Et Philippe m'a accompagné de l'autre côté de la barrière en tant que designer, quelqu'un qui est très doué pour ce qu'il fait, qui connaît très bien l'univers. Voilà, donc ça fait une quinzaine d'années en fait. On a travaillé une quinzaine d'années ensemble, on va dire, ou un peu moins. Et puis un jour, l'idée nous est venue un peu naturellement en buvant un cocktail dans un bar. Parce que pour la petite histoire, Philippe a une marque de parfum qui s'appelle Liquide Imaginaire. Ouais. Très belle marque. Et puis en fait, au détour d'un cocktail, on s'est dit, et si on faisait une marque de liquide pas imaginaire ?
Voilà, parce qu'on disait qu'à chaque fois qu'on se voyait dans des bars, souvent pour travailler d'ailleurs, parce que quand je briefais Philippe en marketing, quand on est dans des lieux, c'est plus inspirant. Ouais. Et on se disait, chaque fois qu'on boit un bon cocktail dans un lieu, c'est vrai qu'à la maison, c'est dur de retrouver la même expérience. Donc voilà, ça nous a amené à se dire, on aimerait bien proposer cette expérience à d'autres, boire un bon cocktail à la maison, de façon très simple. Il y a le côté parfumerie aussi qui vous a inspiré. Ouais, on a essayé de faire, c'est juste un espèce de parallèle entre le parfum de peau et le parfum de bouche. Ouais. Entre Liquide Imaginaire et le Bartheleur, en disant c'est vrai, quand on va dans un bar à cocktail, en général les gens ils aiment bien prendre des photos parce que c'est super beau, un très beau verre, une belle couleur, de la déco, etc. À la maison il y a peut-être un peu moins tout ça quand on est à la maison, donc on se dit finalement que l'olfactif doit être très important et on tient beaucoup à ça. On aime bien dire qu'on est un peu des hommes du goût et le goût est important, et notamment le nez. Moi j'adore le vin, c'est vrai que se plonger dans un verre, c'est intéressant. On voulait vraiment que quand on se plonge dans nos cocktails, on ait des arômes, qu'on bouge, que l'expérience même en bouche soit différente, une entrée de bouche, un milieu de bouche, une fin de bouche, voilà, il y a un peu tout ça. Oui, c'est vrai que pour avoir testé, il y a un nez qui est hyper élaboré aussi. Il n'y a pas que le goût dans les... Non, et puis en fait, on a un parti pris aussi, c'est que pour nous, la dilution vient après... dans le verre, soit en chèque en fonction des cocktails, soit on met un glaçon dans un verre. Et du coup, nos cocktails ont la particularité d'être assez forts en alcool, entre guillemets, pour des prêts à boire, parce qu'il y a beaucoup de prêts à boire sur le marché, entre 5, 6, 7 degrés pour des canettes aux États-Unis, etc. Puis en France, entre 12 et 17, par exemple. Nous, on a une gamme qui est un peu plus forte, entre guillemets. On a du 23,5, 26, 27, 27. Et du coup, on a une puissance aromatique peut-être qui est un peu plus développée et qui doivent aider peut-être à avoir ce nez, je pense. En fait, il y a pas mal d'arômes. Et on a des cocktails qui sont assez complexes aussi, parce que quand on travaille le vermouth, le bitter, le gin, etc., il y a des épices, il y a des botaniques, il y a plein de choses. Donc c'est assez intéressant, et on n'a pas envie on rajoute pas trop de sucre ou d'arômes, trucs comme ça. Du coup, pour rester dans le... et puis dans un produit hyper haut de gamme aussi. Oui, haut de gamme, ça veut tout dire aujourd'hui, rien dire, mais l'idée c'est de se dire, on aimerait bien avoir un peu quelque part la même qualité que dans un bar à la maison, dans un bon bar. On se dit finalement, quand je bois un très bon champagne dans un bar, je peux le boire à la maison. Et ça, c'est un peu le parallèle avec les cocktails, même si c'est un petit peu différent, puisque on boit pas la même chose. Mais c'est un peu l'idée. Et c'est des recettes donc de cocktails classiques. Exactement, donc c'est vraiment ce qu'on appelle les classiques cocktails dans le monde du bar. Donc ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est des cocktails qui ont le même nom partout dans le monde. Donc, si vous voulez un Negroni à New York, à Paris, en Angleterre, ça s'appelle un Negroni. Donc, il y a une recette originale qui, en général, a une histoire un peu sympa, qui date. Donc, Negroni, 1919 à Florence. Et en fait, il y a souvent une base, en fait. Et puis, en fait, en fonction de comment les barman travaillent ou avec quel produit, ça varie un petit peu au niveau de l'aromatique, mais la structure est là. Et donc, nous, c'est vraiment ce sur quoi on s'est appuyé pour construire nos recettes. D'accord. Et au départ, donc ces recettes, vous les avez élaborées avec Guillaume Ferroni, qui est un barman et historien des spiritueux et des cocktails très reconnu. Est-ce que vous l'avez convaincu facilement de votre projet ? Oui et non. Alors Guillaume, il est pas que ça, il est plein de choses. C'est quelqu'un qui est hyper, déjà qui est très sympa, qui connaît plein de choses et qui tourne autour du cocktail en faisant des produits, il fait plein de choses, c'est assez intéressant. Et en fait, Philippe est marseillais, donc on est associé. Et en fait, quand on a cherché quelqu'un pour nous aider, en fait, on est naturellement arrivé sur Guillaume parce qu'il a une espèce de palette de savoir-faire hyper intéressante. Entre la gestion de son bar à cocktail, le Carination à Marseille, le bar dans les arbres à distillerie, il fait des produits ready délisseurs anciennes, etc. Donc c'est vachement intéressant. Et au début, quand on s'est rencontrés avec Guillaume et Audrey et Philippe à l'époque, un déjeuner, on lui a dit qu'on voulait faire une gamme de cocktails prêts à boire, et c'est vrai qu'au début il était pas hyper enthousiaste en disant ça sera jamais aussi bon que dans un bar, donc ça m'intéresse pas trop. Puis en fait, quand on est arrivé en parlant de classiques cocktails, là, comme c'est souvent des cocktails à base d'alcool, c'est pas la même histoire. On n'est pas en train de retravailler un produit frais, mettre des jus, mettre des trucs comme ça. Donc tout de suite il était beaucoup plus séduit, donc on a pu enchaîner rapidement sur la première trilogie, Negroni, Manhattan, Honky Ponky. Et d'ailleurs, l'Honky Ponky, on l'a fait sur un peu reco de Guillaume, parce qu'on était peut-être parti sur un autre cocktail. Et il nous a dit, écoutez, ça serait pas mal, c'est un peu la même logique de faire
part belle au vermouth, au bitter, au botanique, aux produits naturels, et finalement Negroni Manhattan. Et le Honky Ponky, c'est un peu dans cette logique-là de construction de cocktails. Ouais. Et en fait, si vous voulez proposer de réinterpréter des grands classiques aux gens, est-ce que pas votre rôle, mais ou votre ambition, ça serait peut-être d'aller chercher un cocktail un peu oublié et de le représenter aux gens. C'est vrai qu'on le connaît pas beaucoup en France en tout cas. Bon, pas qu'en France en fait. C'est un cocktail un peu oublié, mais qui est quand même très sympa. Alors les barman aiment bien, en général connaissent, qui a un côté un peu pointu, mais les consommateurs beaucoup moins. Après, quand on parle aux anglo-saxons, le mot est beaucoup plus évocateur pour eux. Ouais. Petit côté batifolage, il y a l'histoire du cocktail. Donc, on va bientôt se lancer normalement en Angleterre et aux États-Unis. Et dans les produits qui vont prendre au début, l'Honky Ponky en fait partie directe. D'accord, ouais. Donc, un succès sur le Honky Ponky. À venir, j'espère. En fait, en France, naturellement, les gens s'arrêtent pas devant le Honky Ponky parce qu'ils connaissent pas trop. Après, quand on fait des dégustations chez les cavistes ou ailleurs, les gens sont surpris par le goût en très positif. Parce que pour la faire courte, c'est un cocktail à base de gin, du vermouth, du bitter, un peu twisté gingembre. Donc, en fait, c'est des goûts qui parlent beaucoup aux gens, alors que le cocktail ne parle pas. Donc, c'est vrai que du coup, quand on regarde, on sait pas trop. Et quand on goûte, on se dit, tout de suite, c'est plus sympa. Et en fait, on a eu raison de le faire parce qu'on a eu une petite reconnaissance l'année dernière qui nous a fait très plaisir en 2022. On l'a envoyé aux États-Unis à Paul Pacult, à son jury, avec le reste de la gamme, qui est un peu le pape des spiritueux là-bas. Et en fait, il a élu le Honky Ponky du Bartelleur. Donc, on était dans le top 100 spirit de l'année monde. On était dans le Chairman Trophy, Best Gin Cocktail of the World. Donc, on était hyper contents. J'imagine. Merci Guillaume pour la reco. Parce qu'on pensait pas du tout quand on l'a fait. Ouais, exactement. Après, l'avenir nous dira si, ce que les consommateurs en pensent. Exactement. C'est un bon démarrage. Ouais. Et donc, ça, c'est les 3 premiers cocktails de la gamme. Ouais. Aujourd'hui, il y a quoi, donc, comme... Ça grandit. Donc ça, c'est fin 2019, début 2020. Et à l'été 2021, on a enrichi la gamme d'un Mai Tai. Ouais. Voilà, et là, tout récemment, on vient de lancer une Margarita. Et on terminera la gamme en septembre avec 2 nouvelles recettes. D'accord. On n'en sait pas plus. Tu veux savoir? Espresso martini, penseur martini. Ok. Un peu après les botaniques, les urbains pour nous, un peu intellectuellement parlant, si on avait besoin de classifier les cocktails. Ouais. Ok, ça va vous faire une belle gamme. Hein. Ouais, on aura 7 cocktails. On va s'arrêter un peu là parce que c'est déjà beaucoup. C'est complexe à porter en stock. C'est une problématique de linéaire chez les cavistes ou en retail. Ouais, puis ça fait déjà comme une carte de bar en fait. Ouais, exactement. Si à la maison tu as des 7 cocktails chez toi et tu reçois des amis, tu peux leur proposer. Tout le monde est content, je pense. Exactement. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du vodka, gin, tequila, whisky, rhum, des fruités, des amers. Certains sur les citrus, donc oui, c'est assez différent. Et pour chaque recette, vous avez voulu ajouter un twist personnel? Tout à fait. Ça fait partie de l'ADN de la marque. Donc j'aime bien dire en général qu'on s'inspire des recettes originales et on apporte un petit twist comme souvent font les barman aussi pour rendre les recettes un peu uniques. Et là j'en reviens dans le côté émotionnel dont je parlais au début en disant c'est pas que un prêt à boire, on veut un bon Negroni, on veut un bon Mai Tai. On a un Mai Tai qu'on a un peu twisté yuzu kumquat. C'est hyper sympa, c'est très rafraîchissant. On pousse un peu les notes de citrus. Donc c'est un peu notre signature, quoi. Donc on fait pas des cocktails signature, on réinterprète des grands classiques, mais on essaye d'apporter un petit twist. Une touche personnelle. Ouais, exactement, qui est soit en lien avec l'histoire des cocktails, soit en lien avec les ingrédients de ce qu'il y a. Donc c'est sympa. Ouais, carrément. Et l'élaboration des recettes, comment se répartissent les rôles C'est un travail à 3 mains avec Guillaume, Philippe et moi-même, et notre partenaire Vedren, le groupe Vedren, donc liquoriste français centenaire, maintenant, qui nous aide à... En fait, on travaille ensemble sur l'élaboration des recettes, en disant, voilà, on a besoin de yuzu, de kumquat, de machin, donc d'ingrédients, de goût, et donc ça, c'est Vedren, et puis on équilibre avec Guillaume, et on produit après avec Vedren. D'accord. Donc, c'est... Dans le Cantal, à côté de Brive-la-Gaillarde, à Turenne, exactement. Ok, donc une élaboration à 3 mains. Exactement, un peu, quelque part. 6. 6, c'est 3 paires de mains. C'est ça. Et donc aujourd'hui, les cocktails du Bartelleur, ils sont donc réalisés en France? Tout à fait, ils sont réalisés en France. On s'est lancé en France au début aussi pendant 2 ans, et puis on est en train de développer un petit peu l'export.
Voilà, mais avec ce cachet français, parce que ça nous semble important, on aime bien. On a toujours eu l'occasion de travailler pour des marques françaises avec Philippe, donc ça nous fait plaisir de rester là. Ouais, carrément. C'est un engagement aussi. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu. C'est vrai que dans l'univers des vins et spiritueux, pour avoir beaucoup voyagé dans ma vie d'avant, c'est quand même une caution, un peu comme dans le luxe, etc. On est reconnu dans le monde pour ça. Le goût déjà. Exactement. Ouais. Tout ce qui est food, vins et spiritueux, gastronomie, exactement. Ça fait partie un peu, pas que du patrimoine, mais de l'image un peu positive de la France. Et donc, comment on consomme les cocktails du Bartheleur ? Alors, c'est très simple. Prenez tous une bouteille, un verre, 3 glaçons. Vous devriez y arriver et le tour est joué. Exactement. C'est un peu le principe de BAP, de dire, c'est pour ça qu'on travaille ce type de cocktail. Donc, en fait, on nous pose souvent la question, mais c'est une base de cocktail, c'est cool, comment je termine ? Je dis, en fait, vous terminez pas, il est fait. Donc, en fait, il y a certains cocktails, en général, qui sont servis dans des verres à martini ou des coupettes. Ouais. Type Margarita, Manhattan, Hanky Panky. Donc soit vous prenez la bouteille, vous shakez chez vous, vous servez, soit vous mettez dans un verre à whisky avec des glaçons. C'est peut-être un poil différent, mais honnêtement, ça change quasiment rien en goût. En fait, la dilution est faite. Ouais. C'est un peu les deux façons. On fait un petit parallèle à notre ami James Bond, au shaker ou à la cuillère. Donc voilà, c'est les deux techniques un peu usuelles pour faire des cocktails. Donc un verre, 3 glaçons, le tour est joué. Et après, on a 2-3 recettes empiriquement qu'on peut un peu pimper pour en faire des long drinks. Ouais, ça se marie bien aussi. Ouais, il y en a 2 ou 3 en fait. C'est un peu. En fait, on a commencé à faire ça à la grande épicerie à Paris. Ouais. Je me souviens, il y a 2 ans, on fait des dégustations et en fait. Une deuxième dame, j'adore les cocktails, ils sont bons, mais c'est un peu fort. Et puis la troisième, comme on a déjà un peu essayé, on s'est dit, tiens, on va prendre un tonic avec le Negroni. Et puis en fait, on refait goûter ça. Il y a des gens qui adorent en disant, il y a un petit côté spritz, un peu différent par rapport à l'apérole, ça change, c'est sympa. Et du coup, on appelle ça spritz provençal, puisque on est quand même, on a beaucoup d'origine provençale. Et c'est très sympa. Alors certes, c'est pas un Negroni, mais du coup, il y a un peu le côté, vous pouvez avoir un vrai Negroni très classique ou un spritz un peu revisité avec une bouteille. Et le Hanky Panky, c'est venu 1 an après via une soirée dans une agence de com, avec une population peut-être un peu plus jeune, qui adore les mules. Et comme c'est un cocktail à base de gin qu'on a twisté gingembre, mais en fait on pousse l'expérience avec la ginger beer, et puis c'est une sorte de London Mule revisité. Donc là, pour le coup, il y a un pas de côté par rapport au cocktail, parce que c'est le côté mule, donc la ginger beer quand même prend pas mal le pas. Dessus, Mais en fait, la structure du cocktail en amont apporte peut-être plus que juste une vodka simple. Voilà. Ouais. Donc voilà, il y a 2-3 recettes comme ça qu'on peut. Donc ça multiplie les possibilités pour une soirée. Exactement. Donc tout à l'heure on disait 7 bouteilles, mais ça fait plus que 7 cocktails. Ouais. La Margarita aussi qu'on vient de lancer. Si on ajoute un peu de jus de pamplemousse et un peu d'eau pétillante, ça fait une sorte de paloma. Ouais. Donc un long drink hyper rafraîchissant, très bien. C'est une des raisons du twist du Bartheleur sur la Margarita, qui est le pamplemousse. D'accord. Ah oui. Donc un citrus un peu comme le citron, poussant un peu, donc on ne change pas du tout l'ADN du cocktail, on apporte un petit twist et puis en fait qui peut vous accompagner vers le long drink pour ceux qui veulent. Et là, les recettes, on peut les retrouver sur le site ou Oui. Ouais. En fait, il y a tout sur le site. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, @lebartheleur aussi. On aime bien communiquer sur nos recettes, sur le goût, sur les twists, sur les ingrédients, sur les histoires des cocktails. On s'est aperçu en faisant des dégustations chez les cavistes ou ailleurs que les gens sont très intéressés. C'est la culture française, ça. Ouais. Les gens s'intéressent à la provenance, historiquement, les whiskies à chaque fois, sur l'île d'Islay, le Tourbet, le voilà, etc. Et en fait, dans les cocktails, c'est l'histoire des cocktails et de la création des cocktails. Et c'est intéressant. Du coup, on a même travaillé avec un jeune artiste parisien, Itchy, en fin d'année dernière. Une belle rencontre qu'on a eue grâce à un ami commun, qui a réinterprété l'histoire des cocktails et nos cocktails sur des étuis un peu en édition limitée en fin d'année. Ouais, donc vous pouvez voir tout ça sur le site aussi, c'est assez sympa. Ouais, avec des collages. Exactement. Ouais. Je vois que Constance... Je suis. Tout regarder, c'est top. Ouais, c'est la technique de collage. Ce qui est sympa, c'est qu'en fait, son métier un peu d'artiste, c'est comme nous, de réinterpréter le passé de façon un peu contemporaine. Ouais. Donc lui, il récupère plein de vieux magazines. Ouais, mais il y a un côté un peu rétro. Exactement, des années 30, 40, 50. Il a fait des très belles unes pour le New York Times, pour des magazines en France. Et en fait, on lui a demandé de faire un tableau comme il fait d'habitude sur nos cocktails. Et puis après, on a mis ça sur l'étui, les 3 mentions légales, et puis c'est parti. On retrouve le côté créatif. Un petit peu. Voilà, c'est une des 4 valeurs qu'on aime bien. Ouais.
Et alors, où est-ce qu'on peut retrouver les cocktails du Bartheleur? Alors, les cocktails chez les bons cavistes, pour ceux qui les ont pour l'instant. Donc, on travaille avec la Maison du Whisky, qui fait un travail de référencement qui a commencé il y a un peu plus d'1 an. Donc, ça, voilà, tous les jours, ça progresse, voilà. Donc, j'invite tous les cavistes à nous contacter s'ils en ont pas. Après, il y a sur le whisky.fr, évidemment, on a tout notre site. Et pour tous les gens en France qui n'ont pas la chance d'avoir un bon caviste à côté de chez eux, il y a Amazon. Aussi qui peut dépanner. Ok. Et donc toi, dans le futur, tu te vois où dans 10 ans avec le Bartheleur? Je me vois, j'aimerais bien être dans, 15-20 pays, continuer à me balader comme je le faisais dans ma vie d'avant, même un peu moins, parce qu'aujourd'hui on voyage moins, c'est très bien de voyager moins, mais on peut aussi voyager en Zoom. J'ai plein de réunions Zoom avec des distributeurs, c'est hyper intéressant, moi je trouve ça très, très enrichissant. J'adore parler à des gens d'autres cultures, donc si on pouvait être dans 15-20 pays, continuer notre gamme, peut-être qu'on aura 10 cocktails, peut-être 12, peut-être qu'on aura 4 formats différents. Voilà, c'est un peu ce que je nous souhaite, continuer l'aventure comme ça. On a commencé sur une catégorie nouvelle dans les vins spiritueux, ce qui est pas le plus simple. Donc ça prend du temps d'installer. En plus, on est rentré plutôt par le haut, donc ça prend du temps. Mais petit à petit. Il y a un travail d'éducation. Il y a un travail d'éducation, un travail de fond, donc mais qui est intéressant parce que quand les gens goûtent, les gens trouvent ça bon. C'est assez encourageant quand on voit des gens qui n'ont jamais vu, que ce soit en Belgique, au Danemark. Ah, votre bouteille, elle est jolie. Ils goûtent. Ah, mais c'est bon. Parce qu'on reste dans un bar, on se dit bon, on n'a pas complètement foiré ce qu'on a essayé de penser au début. Il y a des pays où il y a un engouement plus particulier ou l'Angleterre et les États-Unis, parce qu'en fait la catégorie existe. Donc nous, et puis même le cocktail. C'est a toujours été en avance. Exactement. C'est les marchés cocktails. Par essence, quoi. Et puis anglo-saxon, et c'est vrai qu'au début on s'est lancé en France, on est français, et puis on voulait faire un peu de test pendant 2 ans, voir ce qui allait, ce qui allait pas, ce qu'il fallait qu'on refasse et tout. Et puis après on s'est lancé au Danemark, après au Belgique, bientôt au Luxembourg, bientôt aux Pays-Bas à la rentrée, et puis là UK, USA, et en fait les discussions avec les distributeurs sont pas les mêmes. D'un côté, les marchés un peu plus traditionnels européens, on n'a pas besoin de les convaincre, on a besoin de discuter, le prêt à boire, comment, pourquoi, quels avantages pour le on-trade, pour le off-trade, comment vous les faites, et la péremption, etc. Les Américains et les Anglais, c'est bon, alors votre marque, elle est comment est le goût? Ok, je le positionne comme ça, parce que le marché est déjà pas mature, mais il est déjà très riche de propositions, quelle différence par rapport aux autres. Et là, le Made in France est intéressant. Pour eux. Parce qu'il y a souvent dans ces marchés-là des propositions locales qui existent, comme en France, on a d'autres camarades qui font des belles choses. Et le fait de venir en étant Made in France, je pense, c'est un vrai plus. En tout cas, on le ressent, retour que j'ai eu en Angleterre récemment là-dessus. Et vous arrivez à faire passer le message du Bartheleur, du Tarot, de Marseille et tout, c'est un... on l'explique aux distributeurs qui le voient. Après, je pense que les consommateurs, aujourd'hui, on est dans une ère où tout le monde cherche sur Internet des infos en permanence. Donc, on leur donne toutes ces infos-là. Après, dans les supports qu'on peut avoir, c'est vrai que, en fait, c'est pas de la déco, mais quand on est sur un salon, par exemple, on était à Bispirit, Vinexpo Paris, en février cette année, on a 2 petits espaces d'expression, on a des petits leaflets, on peut mettre le personnage, etc. Mais en fait, c'est un discours qu'on donne, mais qui est pas retransmis à 100% au consommateur, parce que c'est un discours un peu de marque, entre guillemets, peut-être un peu boring pour certains, mais pour les gens qui se renseignent, c'est intéressant. Carrément. On a même eu des demandes, des petits questionnements sur Insta et tout, donc c'est sympa. Notamment des gens qui aiment le tarot. C'est sûr. Bien sûr. On a eu des tarologues. Ah, mais c'est dingue, c'est quoi? On a fait une petite animation avec Philippe pendant le confinement. Avant le confinement, en février 2020, chez Valentine Gauthier, une fashion designer parisienne assez sympa, au-dessus de sa boutique, avec tout un groupe féminin, avec un magazine. Et en fait, il y a un tarologue qui était là, on ne savait pas, c'était une initiation à la tarologie. Donc, en fait, le tarologue était plus intéressé par les cocktails que inversement. C'était rigolo. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans l'univers. Oui. Après, faut pas perdre les gens non plus avec trop de storytelling et tout. Mais bon, c'est toujours sympa. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Constance. On arrive en fin d'échange. J'ai juste une dernière question. C'est quelle est ta plus grosse claque de dégustation en matière de spiritueux?
tout spiritueux confondu. D'accord. Bon alors, j'en ai eu plusieurs parce que j'ai eu la chance de travailler pour des très belles maisons. Ouais. Je vais peut-être prendre la première dans l'ordre du coup. Ouais. Voilà. Louis XIII Rare Casque, la première édition. D'accord. Donc, déjà, c'est un produit que peu de gens peuvent approcher parce que déjà c'est un prix quand même qui est important et puis il y a très peu d'éditions et en fait j'ai eu la chance d'aller faire le lancement au Japon avec Pierrette Trichet, la maître de chais de Rémi Martin. Ouais. Et c'est vrai que quand on parle à chaque fois de longueur en bouche de Louis XIII, des eaux de vie, un assemblage de milliers d'eaux de vie vit entre 40 et 100 ans, une longueur en bouche dingue dans le verre et en fait se retourner sur un verre qu'on a dégusté il y a une heure et sentir encore tous les arômes, ce pruneau, tout dans le verre, on se dit waouh, c'est dingue quand même. Et je trouve qu'il y a à la fois une finesse, une élégance, une puissance aromatique qui là on se dit ok. Ça c'est un souvenir marquant. Ouais, vraiment. Après il y en a d'autres, mais bon, ça c'est un des premiers vraiment marquants. Et ça fait longtemps? Oui, ouais. trop longtemps. Donc tu t'en souviens. C'était il y a pas 12-13 ans. Ah oui. Comme ça. Ok. Donc vraiment ouais. Ouais. Gros souvenir. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas, pour cet échange. Merci, Constance. C'était très sympa. C'était très intéressant de pouvoir lever un peu le voile sur le barteleur et donc découvrir toute la démarche qui aboutit à ces cocktails premium. Et pour les auditeurs d'Eau de Vie, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Eau de Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.